J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Trocadéro pour cette émission Agribuzz. Effectivement, nous sommes au sein de l'événement Nuit Verte et j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Et puis aussi Delphine Gay. Bonjour. Vous êtes responsable du site ogm.org. Bonjour. Alors, Hervé Morin, je dois rappeler que vous êtes né le 17 août 1961 à Pont-de-Mer dans l'Eure. Vous êtes issu d'une famille enracinée dans le territoire normand. Vous avez fait des études à Caen dans un premier temps, puis vous êtes parti à Paris à l'IEP, c'est ça, Sciences Po, on va dire. Vous avez été président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, puis ministre de la Défense, on s'en souvient, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous êtes élu président du Nouveau Centre en 2008 et cofondateur de l'UDI. Et puis vous êtes président du Conseil national de l'UDI. J'ai pas fait d'erreur ? Aucune. Alors vous savez, le thème de l'émission, c'est est-ce que les politiques prennent suffisamment en compte l'agriculture au quotidien ? Mais vous êtes un contre-exemple parce que vous êtes vous-même agriculteur. Donc vous aimez ce métier ? Je suis cotisant aimé ça. Ayant une vingtaine de bovins, je connais les plaisirs de la RIC, des déclarations, des formulaires divers et variés. Et je connais aussi le plaisir de l'ensemble de... Je mesure à quel point on sait emmerder le monde. Je le mesure encore, je le racontais juste avant l'émission, avec un document qui est demandé sur la prévention des risques, mais dont la personne qui en a eu la charge m'a expliqué qu'en 25 ans de métier, jamais personne n'avait été capable de cocher toutes les bonnes cases. Et je veux dire qu'on est je vis au quotidien ce que peuvent vivre nos paysans puissance 10. Et là, c'est pas l'Europe, c'est la France. C'est la réglementation française, l'administration. On reproche à l'Europe ce dont elle n'est pas responsable. On lui reproche quand il s'agit de parler de dumping fiscal ou de dumping social, ou quand on évoque la question de la nécessité de politique économique et budgétaire pour accompagner l'euro. Toute compétence que l'Europe n'a pas. C'est assez fascinant. Quand on parle de dumping fiscal, on oublie toujours que l'Europe, les États membres n'ont pas donné à l'Europe le dumping fiscal. Et sur les questions agricoles, alors l'Europe a des compétences considérables. Mais quand on évoque, par exemple, les phytosanitaires, pour prendre un exemple concret, je me souviens toujours de ce producteur d'endives dans la Somme qui m'expliquait que son problème, c'est qu'il n'avait pas le droit de mettre les mêmes produits que les Belges et les Hollandais, qui étaient ses principaux concurrents. Mais ce n'est pas l'Europe. C'est que l'Europe fixe un objectif à travers une directive, c'est assurer la qualité alimentaire des produits. Mais en aucun cas, et le fait qu'ils ne soient pas toxiques pour les consommateurs, mais en aucun cas ne rentre dans... après, chaque État applique cette directive. Et en l'occurrence, l'administration française ou les politiques françaises, parce que derrière l'administration, normalement, il y a les politiques, nous en met toujours 3 louches de plus que les autres. Alors, effectivement, vous êtes un contre-exemple, mais concrètement, est-ce que d'autant plus un contre-exemple que je voulais être paysan, moi. Oui. Et mon père était éleveur de charolais, et à 18 ans, je ne fais aucun lien entre les deux, mauvais lycéen, avec cette espèce de rêve permanent d'être au milieu de mon troupeau, d'aller chasser, enfin toutes choses qui aujourd'hui paraissent bucoliques. Et puis mon père m'a dit, écoute, tu feras pas ce métier de crève la faim. Et puis là, j'ai une espèce de déclic qui fait que j'ai mal tourné. Vous avez fait la politique. Oui, voilà. J'ai fait du droit à Sciences Po, enfin j'ai passé des concours, voilà. Delphine. Mais alors justement, en tant qu'éleveur, on vous entend très peu vous exprimer sur les questions agricoles. Considérez-vous que l'agriculture est un enjeu stratégique pour la France ? Déjà, je suis un éleveur un peu particulier, parce que je suis éleveur de chevaux, même si j'ai mes bovins, parce que comme vous le savez probablement, peut-être pas, mais que les chevaux appauvrissent beaucoup les terres, donc il faut y mettre des bovins. Je ne le veux pas parce que je considère que je ne veux pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Je veux absolument jamais prendre la parole, au moins sur la question des chevaux. Ça peut m'arriver d'intervenir sur les questions agricoles. Mais je veux éviter qu'on puisse me mettre dans le journal que si Morin est intervenu là-dessus, c'est aussi parce qu'il y a ses propres intérêts. Donc j'évite autant que possible. Alors ça, sur le domaine du cheval, systématiquement. Sur l'agriculture, très franchement, c'est pour l'essentiel un débat qui n'est plus en France. C'est un débat
qui est un débat du Parlement européen, de la Commission, du ministre de l'Agriculture représentant la France avec ses homologues. Le budget agricole, c'est en quelque sorte la déclinaison de décisions qui sont prises pour l'essentiel ailleurs. Alors, très concrètement, est-ce que les politiques aujourd'hui mesurent à leur juste valeur l'agriculture sur l'angle économique? Je vais vous dire, on assiste à quelque chose qui est quoi? On mesure à quel point il y a derrière chaque Français, ou presque un paysan. C'est que le déclin démographique de l'agriculture est important. Il suffit de voir un département comme le mien, une zone rurale, où vous aviez 80-90% des maires de ma circonscription qui étaient agriculteurs. C'est beaucoup moins, mais il y en a encore beaucoup. Alors que politiquement et démographiquement, ils représentent 2, 3, 4, 5% de la population active au maximum. C'est plutôt même moins. Et il y a un tel attachement à la terre, un tel enracinement, une telle passion française pour la terre, pour l'agriculture, pour les paysans, même si on leur reproche leur épandage, même si on leur reproche telle ou telle chose, il y a finalement une relation tellement charnelle que le poids de l'agriculture, le poids politique de l'agriculture est nettement plus puissant, à mon sens, encore aujourd'hui, même si les agriculteurs pensent le contraire en général, que ce qu'ils représentent politiquement. Je crois qu'il y a encore une influence considérable du monde agricole. D'ailleurs, la manifestation d'aujourd'hui le démontre. On continue à faire des manifestations d'ampleur sur les questions agricoles. Je me souviens encore de ce truc sur les Champs-Élysées, je ne sais plus comment ça s'appelait. La Grande Moisson. La Grande 1990. Moisson, voilà. Voilà. Quelle année c'était? 1990, je crois, ou 12. Ah oui, on a vieilli, dis donc. Ça passe vite. Mais ça, vous parlez au niveau des communes, vous parlez peut-être au niveau même du au niveau Sénat. national. Mais franchement, dans votre groupe politique, quand vous parlez d'agriculture, vous êtes écouté? Écoutez, quand vous prenez mon groupe, le groupe de l'UDI à l'Assemblée nationale, vous avez des hommes et des femmes qui connaissent parfaitement les questions agricoles. Vous prenez un Philippe Vigier, qui est le président du groupe, vous prenez un François Sauvadet ou d'autres, vous avez au moins une demi-douzaine de parlementaires qui peuvent vous parler de la PAC, aussi bien que moi je peux vous parler des questions de défense. Alors, on a tourné un petit clip justement dans les allées de Nuit Verte pour savoir si le grand public estimait que les politiques tenaient suffisamment compte de l'agriculture. Image. Bah, j'ai pas vraiment l'impression. Question difficile. Hein. Vous avez certains qui sont des politiques souvent de terrain, qui sont restés comment dirais-je, à l'écoute de l'agriculture. Et par contre, vous avez beaucoup de politiques qui ont complètement été déconnectés de la ruralité. Je pense pas qu'ils prennent la dimension de ce qu'on peut peser dans ce pays français. Il ne faut pas sacrifier l'agriculture comme on a pu le faire pour l'industrie. Voilà, il est encore temps de sauver l'agriculture. C'est pour ça qu'on crée ce genre d'événement. L'agriculture est beaucoup fondée sur la subvention, etc. Et que finalement, ils n'aident pas les agriculteurs à avoir on va dire entre guillemets, une agriculture un peu intelligente et un petit peu où ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes plutôt que par la béquille de l'État. Bah, lui, il a besoin peut-être d'un petit stage de quelques jours dans une exploitation agricole. Vous pensez? Mais alors, bon, il y avait des agriculteurs aussi. Globalement, ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment entendus. Vous connaissez un Français qui s'estime suffisamment entendu, vous? Suffisamment entendu par les politiques? Ouais, les politiques peut-être même. Vous entendez un Français vous dire que les politiques font leur boulot? Donc vous ne pouvez pas écarter, mais vous pouvez pas écarter du vous fait avez, comme ça en disant... Vous avez sur l'agriculture à peu près le même refrain que sur tous les sujets et par tous les Français. Donc moi je pense qu'il y a quand même un vrai divorce aujourd'hui. Ils ont l'impression que le gouvernement en général va contre eux. Non mais quand vous avez Europe Écologie Les Verts, c'est évident que pour nos agriculteurs, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas entendus. C'est évident. Mais allez, je vais sortir de mon rôle d'opposition, mais j'ai le sentiment, même si en général la droite et le centre sont plus attentifs aux questions agricoles, parce qu'ils ont souvent d'ailleurs des territoires d'élection qui sont plus ruraux, honnêtement les grands partis de gouvernement sont plutôt assez attentifs sur les questions agricoles. Parce qu'on sait tous ce que représente la filière agroalimentaire en France. Il y a un véritable sujet sur lequel les agriculteurs se sentent seuls aujourd'hui, c'est l'innovation. Les agriculteurs ont en tête cette culture des politiques qui cultive la peur de l'innovation, et on l'a vu dernièrement avec l'interdiction de la culture des OGM en France. Que pensez-vous de cette position et comment cette innovation pourrait reprendre pied au niveau des politiques? Je vais vous dire, ce qu'on vit pour l'agriculture, on le vit pour l'ensemble de l'économie française.
je discutais il n'y a pas très longtemps avec un patron d'un très grand groupe de l'aéronautique, et pourtant loin a priori des fantasmes liés aux OGM, qui me disait c'est assez fascinant, en clair, 1, l'instabilité fiscale, 2, l'instabilité juridique, et 3, le principe de précaution, fait qu'avant d'installer un centre de recherche d'un grand groupe mondial qui se dirait la France est parfait compte tenu de notre matière grise, nos laboratoires, nos universités, nos grandes écoles, eh bien on hésite à 2 fois. Et donc on ne profite même pas, 1, d'un mécanisme fiscal formidable qui est le crédit impôt recherche, 2, il y a des centres formidables, mais 3, avant d'installer ça en France, compte tenu de l'investissement que ça représente, parce que c'est un investissement pour 25 ou 30 ans, eh bien on hésite à 2 fois. Et donc derrière tout ça, il y a eu, l'instauration du principe de précaution. Merci Jacques Chirac, qui pourtant est toujours considéré comme l'espèce de dieu vivant, ayant défendu l'agriculture matin, midi et soir, mais il était pas mal non plus dans la démagogie. Il nous a supprimé le service national, une vraie connerie. Et deuxièmement, il nous a introduit le principe de précaution dans la Constitution. Et donc... Vous dites pas une vraie connerie ? Qui, in fine... Le principe de précaution en tant que tel, si ça n'est pas, la mise en œuvre de l'inaction, en clair, c'est pas la décision d'inaction. Le principe de précaution, c'est de dire, face à un sujet, est-ce que je prends toutes les précautions nécessaires en fonction de l'état de la connaissance de la science. Donc ça n'est pas d'interdire, par exemple, les recherches comme maintenant, malheureusement, on est quand même... C'est assez fascinant de constater que l'INRA n'a plus 1 mètre carré. 1 mètre carré. Ce grand centre de la recherche française qui a porté l'agriculture française n'a plus 1 mètre carré de culture OGM chez elle. C'est fascinant. De la même manière, aujourd'hui, les entreprises semencières qui travaillaient sur les OGM sont parties développer ces technologies dans d'autres pays. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Voilà. Donc aujourd'hui, et je vous conseille de lire un livre de Nicolas Bouzou, que vous connaissez peut-être, l'économiste, qui a pointé sur une 40aine de pages les conséquences de la mise en œuvre du principe de précaution en France. Justement, alors au Parlement, aujourd'hui, il va y avoir des discussions sur l'évolution de ce principe de précaution. On parle de principe d'innovation. Quel message allez-vous porter ? L'idée, c'est d'inscrire le principe d'innovation. Je vais porter l'idée que la France ne peut pas se priver mais c'est valable sur l'agriculture comme sur la santé, par exemple, que la France ne peut pas se priver de permettre aux grands centres de recherche et aux laboratoires d'aller jusqu'au bout de ce que permet la science aujourd'hui. Voilà, Hervé Morin, merci beaucoup. Dan Fingay, merci beaucoup. On pourra en discuter pendant des heures, mais c'est fini pour cette émission tournée justement en direct depuis les jardins du Trocadéro dans le cadre de l'événement Nuit Verte. Très bonne journée.